Bravo. J'appelle donc la communication suivante du professeur Nicole Biaglioli, la narratologie du récit dans l'art au récit comme art. 15 minutes. Euh, Bonjour à tous. J'ai ici un rôle, c'est celui de rappeler que le récit est un patrimoine de l'humanité qui a été analysé et qu'il fait l'objet d'une science qui est la narratologie. Donc, je voudrais en parler brièvement en insistant sur une idée. Le récit, nous le connaissons tous parce que ce sont les arts qui nous l'ont fait connaître, en général, que ce soit d'ailleurs des arts populaires, des conteurs, ou des arts de très grands écrivains. Mais je voudrais insister sur ce qui est mon objectif et qui reprend directement ce que vient de dire l'orateur précédent, le récit comme art. C'est-à-dire essayer de faire comprendre que quand on écrit ou quand on fait un tableau, parce que le récit passe par n'importe quel médium artistique, on crée un événement et on se recrée soi-même. Mais pour cela, il faut un certain nombre de conditions que j'énumérerai rapidement. Si l'on reprend, j'ai fait un petit passage sur le petit Robert de 2002 et celui de 2020. Et là, je me suis aperçue que on parlait du récit, donc de l'objet de la narratologie, sous diverses formes. On précisait que peu importait la nature des faits, vrais ou imaginaires, mais on insistait quand même que c'est sous une forme littéraire, donc la littérature revenait, ce qui est juste, parce que beaucoup de textes ont été ils sont passés par le témoignage des grands auteurs, mais ça pouvait être aussi quelque chose de très simple, comme les formes populaires, le conte, la légende. Mais en fait, je me suis aperçue que même en 2020, il n'y avait pas d'article intitulé narratologie. Simplement, à narratif, on faisait une petite allusion au schéma narratif et actentiel. Donc, on verra rapidement que c'est vraiment un noyau, une notion de noyau. Ce que je voudrais dire aussi, si on passe à la science de la narratologie, c'est qu'elle elle a deux caractéristiques importantes. D'abord, elle porte sur les techniques narratives. Et les techniques, c'est en même temps des savoirs, mais ce sont aussi des savoirs d'expérience. Il y a des savoirs purement techniques, mais il y a aussi des savoirs qui sont vécus. Et la pluridisciplinarité est aussi très importante. Et j'ai été particulièrement sensible à une réflexion de Jérôme Brunner dans Culture et mode de pensée. Le récit est essentiel, pas seulement à cause de son ubiquité dans la pensée humaine, on le retrouve partout, pas même seulement du fait, mais de sa position dans les transactions humaines, mais aussi du fait de sa position de point de rencontre interdisciplinaire de tant d'entreprises savantes. C'est-à-dire que la narratologie évolue très régulièrement en se faufilant un peu dans toutes les sciences humaines et même dans des sciences qui sont beaucoup plus techniques. Le premier point qu'il faut retenir,
il remonte à loin. C'est la notion que pour pouvoir raconter, il faut arrêter le temps. Alors, moi, comme j'ai une formation de lettres classiques, ça m'a rappelé ce qu'on connaît quand on fait des études sur le grec ancien, une anecdote de Solon, un sage de la Grèce antique, répondant au roi Crésus, qui lui demandait s'il connaissait un homme plus heureux que lui. « Je ne puis répondre que je ne sache si vous avez fini vos jours dans la prospérité, car de ces 25 550 jours qui font 70 ans, donc c'était là, en gros, ceux qui étaient à cette époque-là, quelque chose d'important de pouvoir vivre jusqu'à 70 ans, vous n'en trouverez pas un qui amène un événement absolument semblable. » Donc, cette idée d'événement inattendu qui peut tout remettre en cause à chaque jour a conduit Solon à répondre à Crésus, simplement, qu'il ne se prononcerait que quand celui-ci serait mort. Comme tous les conteurs, les historiens sont mus à la fois par la nécessité de borner l'époque qu'ils racontent et par leur subjectivité. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est pourquoi le premier plus grand historien de l'Antiquité, Hérodote, a rapporté cette histoire cette anecdote dans son histoire. Et ça ouvre aussi une lucarne sur quelque chose que l'on commence à étudier avec les sciences cognitives, l'importance de la mobilisation de la mémoire personnelle et de l'engagement affectif du lecteur dans la compréhension du récit. Et du fait que je vous ai raconté ça, vous avez dû sans doute penser à des choses qui vous ont peut-être engagé sur, tiens, un tel, je croyais qu'il était comme ça, et puis finalement, vers la fin de sa vie, il a changé. Voilà. L'effort de remémoration débouche toujours sur le besoin de partage. On l'observe chez le lecteur. Les lecteurs ont tendance à vouloir partager leur goût. Et les historiens aussi, parce qu'ils ciblent les générations contemporaines, mais aussi futures, et de cette façon, ils participent à la création d'une identité politique, ce qui est actuellement un des chantiers de la narratologie. Comment se positionne-t-on pour faire passer l'histoire d'un pays, l'histoire mondiale? Il y a beaucoup de travaux là-dessus. Bien entendu, ça a commencé à partir des processus de décolonisation. Le point que l'on connaît pratiquement le mieux, c'est la notion d'intrigue. Alors, la notion d'intrigue, actuellement, se présente sous la forme de deux volets, le schéma narratif et le schéma actantiel. Le schéma narratif, on l'appelle aussi schéma quinaire. Donc, il est en 5 parties. La situation de départ, la perturbation, la transformation, qui peut prendre un épisode ou plusieurs, le rééquilibre et la situation finale. Et en fait, ça s'explique vraiment par la systémique, c'est-à-dire qu'on montre une situation de départ d'un système, et ce système, quelque chose lui arrive, il commence à bouger, il va être soumis à une ou à une série de transformations, et il y a un rééquilibre, et la situation finale n'est jamais la situation initiale, mais c'est une situation qui s'arrête de bouger à un autre équilibre, un nouvel équilibre. Donc là, si on reprend la petite anecdote, Crésus était sûr de son bonheur, mais Solon lui cloue le bec avec une argumentation qui, ne l'a peut-être pas persuadé, mais qui, transmise par Hérodote, a persuadé tous les lecteurs qui ont suivi et qui ont décrédibilisé Crésus aux yeux de la postérité. J'introduis là
Une autre source théorique, c'est celle de Roland Barthes, qui a fait partie aussi du structuralisme et qui est aussi un sémioticien, mais qui a eu une importance particulière parce qu'il a, dans SZ, montré ce qui se passe lorsque les gens parlent ou lisent un livre. Bon, ce n'était pas un livre, c'était une petite nouvelle de Balzac qu'il a étudié avec ses étudiants, mais il n'a pas du tout fait ce qu'on fait d'habitude à l'université. Enfin, là, c'était au Collège de France. Et il est parti en leur demandant simplement de lire mot à mot ce qui se passait et de voir ce qui relevait de divers codes. Je reviendrai dans 2 secondes sur ce que j'appelle les divers codes. Lui, il a commencé par faire reconnaître le code de la mise en intrigue, qu'il appelle le code herméneutique, parce que c'est sa façon de montrer que le lecteur est toujours d'abord poussé dans sa lecture par l'enchaînement des faits. Ensuite, il y a une autre attitude du lecteur qui est éveillée par les actions, les personnages. Alors, ils ont un premier élément, c'est relier les actions entre elles. Ils permettent de voir pourquoi le système qui a été perturbé revient à un nouvel état. Et on passe par des personnages et on passe en fait par nous. Parce que nous, dans notre vie, nous sommes le personnage principal et nous avons vraiment, on peut se projeter directement avec notre propre expérience. C'est pour ça qu'on dit que le personnage est un des éléments clés de la projection et de l'identification des lecteurs. Voilà. Et qu'on le voit, j'ai travaillé beaucoup avec les populations scolaires, mais même on trouve ça dans les confidences d'écrivains importants comme Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre a commencé à écrire en imitant les livres d'aventure qu'il joue. Quand il était petit, il les continuait, qui lui plaisaient. Le schéma actantiel donne la structure des comportements des personnages. Il a été mis au point par un sémioticien qui est Algirdas Julien Grémas. Et celui-ci a réparti 3 couples de fonctions actantielles. Donc, ça vient des actes des différents personnages. Il y a un axe sujet-objet qui est dans l'axe du vouloir. Le personnage qui est le sujet a un objet qui est son projet. Que veut-il faire? À quoi tend-il? Un deuxième axe, adjuvant, opposant, relève du pouvoir, et c'est lui qui va régler la vitesse du récit. C'est-à-dire que s'il y arrive tout de suite, s'il n'y a pas beaucoup d'opposants, ça va être court. Et ensuite, eh bien, il y a le personnage qui est la narration. Après, le personnage, il n'est que produit de la narration. Alors, qui parle dans un récit? Il y a l'auteur, c'est celui qui signe et qui est le responsable du texte. Il peut parler de lui-même en jeu, c'est le cas de l'autobiographie. Il y a le narrateur, qui est un personnage secondaire, qui raconte les histoires des autres personnages. L'exemple le plus connu, c'est Scheherazade dans Les Mille et une Nuits. Et il y a le personnage, lorsqu'il parle de lui-même, et il y a un exemple que je donne souvent, c'est Cadichon dans Les Mémoires d'un âne, de la comtesse de Ségur, montrer que bon, c'est un être de fiction, mais qui a
une densité existentielle, simplement dans le récit. Les deux lectures et les deux écritures maintenant, ça va bien expliquer ce que peut faire un récit, en quoi un récit écrit est un événement et est une œuvre d'art. D'abord, quand on le lit, il y a deux façons de le lire. Je reprends Roland Barthes, il montre qu'il y a deux codes horizontaux qui gèrent l'intrigue et les personnages, mais il y a trois codes verticaux qui établissent des échos entre certains passages et qui fait que le lecteur va se mettre à zigzaguer au lieu de dévorer jusqu'au bout pour savoir ce qui se passe à la fin. Le code sémique joue sur les ressemblances entre les mots. Le code symbolique parsème le texte de symboles et le code culturel convoque des types de savoirs. Bon, je passe sur l'exemple que je donnais, vous le connaissez peut-être, c'est le dormeur du Val de Rimbaud. Bon, je vais simplement vous dire, parce que c'est ça que je voudrais mettre en valeur, qu'il a fallu attendre assez longtemps pour comprendre que dans Dormeur du Val, il y a d'or et meurt. Et celui qui m'a fait découvrir ça, c'est un nouveau romancier qui aussi a été celui qui a amorcé l'atelier d'écriture, la généralité de l'atelier d'écriture et qui a été mon maître, Jean Ricardou. Personne ne l'avait vu. C'était frappant. Alors, je dois vous dire que dans n'importe quel récit de patient que je rencontre, n'aurait-il que 4 lignes et serait-il complètement gribouillé, on trouve ce genre de phénomène. Qui vient simplement de ce que celui qui écrit, ou celle qui écrit bien sûr, se coltine avec un médium, l'écriture. Ça peut être aussi, s'il le souhaite, la peinture ou la musique, peu importe. Et les deux écritures, c'est pareil, il y a une écriture qui est hypertextuelle, c'est-à-dire que quand on a... Il va falloir que vous conclusiez, s'il vous plaît. L'écriture hypertextuelle reproduit pour continuer à avoir du plaisir, tandis que l'écriture qui est créative travaille avec les mots, travaille avec ce qu'il découvre, et que là, ça produit quelque chose de tout à fait différent. Et je conclus sur un parallèle entre la chirurgie et l'écriture. Michel Foucault, dont le père était chirurgien, avait dit qu'il y a un rapport entre la cicatrice sur le corps et le graffiti du papier. Mais évidemment, il trouvait que sur le papier, c'était moins grave. Et d'autres personnes, notamment Compagnon, qui est le spécialiste de l'écriture de la citation, le travail de la citation, a remarqué que un fragment de texte, mettre un fragment de texte dans un autre, c'est comparé à une greffe. Donc, il y a des similitudes entre les deux expériences, mais je pense toutefois qu'il y a dans ce parallèle des choses qui sont, bon, comparaison n'est pas raison, des choses qui sont un peu bizarres parce que maintenant, il y a peu de gens qui écrivent avec un stylo et il y a peu de chirurgiens qui travaillent. Les chirurgiens travaillent autre chose qu'un bistouri. Donc, ce que j'ai retenu, c'est que on pourrait associer dans des équipes de recherche-création des chirurgiens, des patients experts et des animateurs d'ateliers d'écriture, de façon à ce qu'ils décident ensemble des objectifs, des consignes et des textes d'appui et des prolongements dans les autres disciplines artistiques. Merci beaucoup. C'est toujours sympathique de faire chirurgie et art. Ça change. Docteur Azenbaum. Oui, je voulais partager la remarque, c'est que les cicatrices deviennent de plus en plus petites. Donc, c'était par rapport à votre comparaison à l'écriture. Hein. Donc, ça fait des écritures de plus en plus limitées. C'était une plaisanterie. Hein. Donc,
Je pense que dans l'idée de... On a faire de belles cicatrices, hein. Oui. Mais ça n'a pas la même idée que faire une œuvre d'art, là. Ouais. Parce que c'est de l'ordre du faire professionnel, mais c'est pas ça qui va vous dégager de vous-même. Écrire là-dessus, c'est encore quelque chose de tout à fait différent. Et pour vous et pour le patient. J'aurais quand même une petite question à vous poser sur le rapport l'art et la chirurgie. Dans l'art, vous créez quelque chose par rapport, c'est votre cerveau qui va établir les bases de ce que vous allez créer à partir d'un acquis, à partir d'une sensibilité, etc. Donc vous allez exprimer. Dans une chirurgie, on a une contrainte technique qui est une contrainte qui n'est pas abstraite, hein, qui est concrète, et c'est le lien entre l'abstraction de la création artistique et le fait d'opérer, qui est un acte technique. Ce lien n'est pas toujours forcément évident à établir quand même. Je me réfère toujours au dictionnaire parce que il donne une information sur le vécu général. Il y a deux sens à art. Il y a l'art qui est la progression dans la maîtrise d'un métier. Et puis, il y a l'art qui est dans la production du beau. Alors, qu'est-ce que le beau? Là, ça a été aussi très bien défini par les sciences cognitives. C'est un mélange de fluidité et de surprise. Vous êtes devant n'importe quoi, hein, un bouquin, un film ou un paysage, et vous sentez en même temps quelque chose qui est proche, la fluidité, vous connaissez, et puis quelque chose qui vous résiste. Là. Vous ne savez pas exactement ce qui vous surprend, mais ça vous attire. Et l'expérience de l'esthétique, c'est que quand quelque chose comme ça vous attire, vous avez envie de savoir pourquoi et vous prolongez le contact avec l'objet. Dernière question du professeur Benamou, courte. Courte. Une réflexion en ce qui concerne la main. Parce que en faisant appel à l'écriture, c'est la relation entre le cerveau et l'action de la main qui intervient dans la création de quelque chose. Et peut-être dans ce que vous dites, la distanciation, le temps, etc. Et les chirurgiens, c'est l'art de la main. C'est l'étymologie, hein. Et évidemment, notre main a changé. On est passé à ce qu'on appelle les chirurgiens augmentés. C'est-à-dire notre main est augmentée par des outils variés. Vous avez très bien dit tout à l'heure que le bistouri, ce n'était plus tellement forcément l'objet qui opère. Ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut être un rayon laser, ça peut être toutes sortes d'outils et voire même d'axes qui ne pénètrent pas le corps, comme des ultrasons. Donc, vous voyez, donc, alors là, et donc, il faudrait revenir dans ce qui est dans dans le rapport que vous créez entre chirurgie, médecine narrative et art, comment tout ceci fonctionne aujourd'hui dans la transformation digitale que nous connaissons tous. Vous voyez, Oui. comment vous vous racontez aujourd'hui, peut-être plutôt sur ce qu'on peut appeler le self-assessment des patients. Plutôt, ils se racontent eux-mêmes sur Internet, sur des sites particuliers où ils échangent avec d'autres patients. Et il n'y a plus le contact direct, il n'y a plus c'est dans le virtuel, dans la distanciation, etc. Et donc, on est loin finalement d'une production artistique au sens classique du terme. C'est vrai, Merci. Ouais. mais on pourra en discuter. On pourra en discuter. La main est quelque chose de très important. Mais la main reste